Mesdames et messieurs, bonsoir. Nous sommes réunis aujourd'hui pour l'inauguration des plaques des statues de Jean-Étienne-Marie Portalis et Joseph Jérôme Siméon. Prise de parole de monsieur Renaud Le Breton de Vanoise, premier président de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, et de monsieur Franck Rastoul, procureur général près la Cour d'appel d'Aix-en-Provence. Madame le maire de la ville d'Aix-en-Provence, Madame la sénatrice, Mesdames et Messieurs les élus, notamment du conseil départemental, Madame la bâtonnière, Mesdames et Messieurs, pris en vos grades et qualités, Mesdames et Messieurs, chers collègues, il y en a dans l'assistance, les magistrats et fonctionnaires de justice de ce palais, Madame le maire, vous sont reconnaissants d'avoir bien voulu redonner au statut de Portalis et de Siméon leur lustre d'antan, et ainsi à ce palais ces icônes à qui, plus que la ville, notre pays et notre histoire doivent tant. Vous allez sans doute le rappeler dans un instant, tandis que, pour notre plaisir, deux avocats que je remercie, nous les ferons dialoguer, ces statuts. Pour ne pas dépasser les quelques 3 minutes que je vous ai demandées pour ouvrir simplement et brièvement cette belle manifestation, je voudrais, Madame le maire, vous exprimer notre gratitude en vous adressant quelques vers sous forme d'un sonnet qu'un magistrat de cette cour a composé pour l'occasion, magistrat qui souhaite pour l'heure garder l'anonymat, mais que j'ai bon espoir de convaincre de se faire connaître. Tout l'art du sonnet est de dire l'essentiel en 14 vers, c'est-à-dire 2 quatrains et 2 tercets. Laissez-moi juste vous le lire et ensuite je rendrai la parole et je la céderai à monsieur le procureur général. Voici donc ce fameux sonnet. Passant, aixois ou promeneur venu d'ailleurs, par le mystère de ce palais, laisse-toi ravir les marches de ce péristyle avant de gravir un instant de l'édifice contemple l'extérieur. Ne vois-tu pas donc les deux juristes consultes, gardiens du temple du droit, ô combien complices? L'un se nomme Siméon et l'autre Portalis. Tu les crois figés, mais ils vivent et exultent. N'y porte pas que ton regard, écoute-les aussi. De quoi parle-t-il? De la grande œuvre, bien sûr, un code civil pour 2 bons siècles, il nous l'assure. Rajeunis, leurs noms enfin gravés, les voici, jusque-là inconnus ou parfois confondus, à l'éternité désormais, ils sont rendus. Je vous remercie. Madame la maire d'Aix-en-Provence, Madame la sénatrice, messieurs les élus, Mesdames, Messieurs, j'ai été tenté, après cette brillante intervention du Premier Président, ayant été marqué, pour tout vous dire, par la cérémonie d'ouverture de l'arrivée de la flamme à Marseille, peut-être de m'exprimer à mon tour en rap. Puis j'ai pensé peut-être quand même que nous allions là trop vite dans le temps, et donc je vais rester plus sobre et laisser aux 2 brillants avocats qui vont se livrer une joute dans quelques instants totalement l'art oratoire. Je voudrais plus sérieusement, Madame la maire, vous remercier parce que effectivement ces 2 statuts avaient besoin d'un certain rajeunissement. Et donc vos services l'ont fait excellemment, et comme je vous le disais en aparté, mais je vais pas m'en cacher publiquement, nous avons maintenant une façade, vous voyez, qui également gagnerait peut-être à retrouver une certaine jeunesse. Plus sérieusement, j'ai appris qu'il y avait ici une énigme qui pesait quand même depuis de nombreuses années, et que les Aixois, et peut-être même moi-même, je dois vous le dire en arrivant, n'arrivaient pas à savoir qui avait la main sur le cœur. Et donc aujourd'hui, c'est vraiment en 2024, il n'est jamais trop tard pour élucider
toutes les énigmes que nous avons, judiciaires et autres, nous savons que c'est Portalis. Voilà. Et donc, plaque va permettre de renseigner totalement ce qui passe devant ce beau palais de justice qui est ancré vraiment au cœur de la ville. Et je sais, Madame le maire, combien, je peux me permettre de vous le dire, je le sais, vous voulez nous garder et combien, avec Monsieur le Premier Président et tous les magistrats de ce palais, nous souhaitons rester au cœur d'Aix-en-Provence. Vous le savez d'ailleurs, nous allons le faire en nous étendant dans quelques années au couvent des prêcheurs, ce qui parle à tous les Aixois. Voilà, donc je ne veux pas être trop long puisqu'on n'a que 3 minutes, mais évidemment, Portalis, Siméon, ce sont 2 figures emblématiques, des grands juristes, mais également des très grands esprits. Et donc, Portalis a peut-être la main sur le cœur, et un cœur qui n'est pas que de pierre, mais c'était aussi évidemment un esprit particulièrement brillant, pas uniquement d'ailleurs en matière juridique, puisqu'il avait une réflexion philosophique sur le droit. J'ai noté également que les deux, Siméon était professeur de droit à l'université d'Aix-en-Provence, et c'est pour moi l'occasion de dire combien cette ville est ancrée dans le droit, par évidemment l'implantation judiciaire, et pardon de le rappeler quand même, de ce qui est la 2e cour d'appel de France, après Paris, et combien il est important donc que le droit, la justice et tous les acteurs judiciaires, et Madame la bâtonnière au premier chef évidemment, les avocats, et Dieu sait que votre barreau est dynamique. Il a montré d'ailleurs, pas plus tard, vous voyez, je révèle des choses en public, hein, à l'occasion de la Jurist Club, hein, où je crois que vous avez navigué avec brio. Voilà, donc la vie judiciaire, la vie juridique est au cœur d'Aix-en-Provence, et évidemment nous sommes très heureux, les magistrats que nous sommes, d'y concourir. Et je citerai juste, et je me tairai là-dessus, mais une citation de Portalis qui me paraît traverser le temps, puisqu'il disait que tout prévoir est un but qu'il est impossible d'atteindre. Mais enfin, nous allons quand même essayer de continuer à prévoir certaines choses. Et surtout, la 2e phrase qui nous parle très directement au cœur des juristes que nous sommes, il ne faut point de loi inutile. Voilà, je me permets, sénatrice, de glisser discrètement un petit message, et je crois qu'il faut que le droit reste évidemment au cœur de la cité, au cœur des préoccupations et des réponses que chacun attend. Et ce coup d'œil sur le passé doit nous permettre d'être encore plus ancrés dans le présent et peut-être dans l'avenir. Donc c'est aujourd'hui, en quelque sorte, une cure de rajeunissement pour notre cour d'appel. Et je suis très heureux, Madame le maire, encore une fois, de vous en remercier en notre nom à tous. Présentation de la joute oratoire par Madame Monica Maï-Massonga, bâtonnière d'Aix-en-Provence, qui sera proposée par Maître Jean Baudel et Maître Pavel Debanne, secrétaire de la conférence du barreau d'Aix-en-Provence. Merci. Madame le maire, Monsieur le Premier Président, Monsieur l'avocat général, bien sûr Madame la sénatrice, Mesdames et Messieurs les élus en vos grades et qualités, Mesdames et Messieurs les bâtonniers, mes chères consoeurs, mes chers confrères, Mesdames et Messieurs, Aixois et d'ailleurs. Quel bel événement pour le barreau d'Aix-en-Provence que je représente en ma qualité de bâtonnière. Quel bel événement, Madame le maire, que celui-ci qui, en marge des Journées du patrimoine, célèbre un double héritage. Les 220 ans du Code civil, la mémoire, les 220 ans du Code civil, la mémoire de Jean-Étienne Marie Portalis, l'un de ses illustres rédacteurs, et celle de Joseph Jérôme Siméon, également contributeur. Célébrer le Code civil, c'est rendre hommage à une œuvre monumentale, ancrée dans notre histoire juridique et sociale, mais aussi dans notre quotidien. C'est le solide édifice sur lequel repose le socle de nos lois et de nos principes. Comme le disait Portalis lui-même, nous ne sommes point occupés à faire des lois pour des siècles, mais pour des hommes. La législation, comme les hommes, est sujette à vieillesse et à des altérations. Ce n'est pas un message uniquement pour vous, Madame la sénatrice. Cette phrase, d'une rare clairvoyance, nous rappelle que la loi n'est jamais figée, mais peut évoluer. Avec son temps, tout comme notre profession doit s'adapter aux réalités sociales, sans jamais perdre de vue son essence. Portalis fut l'un des rédacteurs du Code civil. Il fut un homme de réflexion, un philosophe du droit. Mais avant tout, il fut l'un des nôtres.
figure emblématique de la profession d'avocat. Et c'est le 11 décembre 1765 qu'il prêta serment à Aix-en-Provence, rejoignant ainsi le corps des avocats en la cour du Parlement de Provence. À cette époque, les bâtonniers n'existaient pas encore, mais la profession, beaucoup moins nombreuse qu'aujourd'hui, était représentée par des syndics élus par leur père pour 2 ans. Dès ses débuts à la barre, Portalis s'est imposé par son éloquence, la finesse de son esprit, qualifié néanmoins de quelque peu impertinent. Alors que lors de sa première plaidoirie, il aurait plaidé à sa manière, disons-le quelque peu moderne, les magistrats auraient refusé de lui adresser les compliments d'usage. On lui aurait fait remarquer « Vous avez plaidé avec esprit, mais il faut changer votre manière qui n'est pas celle du barreau. » Et il aurait répondu « Monsieur, c'est le barreau qui a besoin de changer d'allure et non pas moi. » Nous l'en remercions. Remarquable orateur, Portalis est associé à de célèbres affaires, dont le procès en séparation de corps des époux Mirabeau, qui suscita passion et émoi. Nous rendons également hommage ce soir à Joseph Jérôme Siméon, autre contributeur au Code civil, qui fut lui aussi un grand avocat, également professeur de droit. Et tout comme Portalis, il fit montre d'une grande passion pour la défense des droits et des libertés. Nous avons la chance de disposer, au sein des archives de l'Ordre, de ses plaidoyers, écrits de sa propre main, dont il indique pour le premier, alors qu'il avait 21 ans, avoir plaidé pour un certain Joseph Mazard, ancien marchand chapelier de cette ville d'Aix, contre un sieur Barbieri de la ville d'Apt. Ainsi, avec Portalis et Siméon, ce sont 2 esprits brillants que nous honorons aujourd'hui et dont notre barreau s'enorgueillit. Par leur engagement, ils ont fait des avocats des acteurs incontournables, rappelant que nous ne sommes pas seulement des praticiens du droit, mais que nous sommes aussi des architectes de la justice. L'hommage que nous leur rendons se traduira de manière vivante et vibrante, j'en suis certaine, par les joutes oratoires que nous allons écouter. 2 jeunes avocats du barreau d'Aix-en-Provence, Pavel de Banne et Jean Baduel, qui sont 2 des lauréats de notre jeune barreau, vont, dans l'esprit même de Portalis et de Siméon, croiser le fer par la parole, démontrant ainsi que l'éloquence est et demeure le cœur battant de notre profession. Ces échanges ne sont pas de simples exercices de style, ils incarnent la force de l'argumentation, le pouvoir de la conviction et l'art suprême de défendre la justice par la parole. Madame le maire, nous vous sommes profondément reconnaissants, ainsi qu'à tous les organisateurs, pour cette magnifique initiative qui met à l'honneur notre patrimoine juridique et intellectuel. En nous permettant de commémorer les 220 ans du Code civil et d'honorer la mémoire de Portalis et de Siméon par la restauration de ces statuts, vous nous offrez l'occasion de réaffirmer avec force l'attachement de notre profession d'avocat à ces valeurs intemporelles qui guident encore aujourd'hui notre action. À l'image de nos 2 illustres confrères, notre barreau continuera à œuvrer pour une justice qui s'adapte aux hommes, tout en étant fidèle à ses principes essentiels. Car un événement comme celui-ci est le symbole d'un dialogue permanent entre l'héritage historique et l'avenir que nous continuons à construire. Place donc à notre jeune barreau, si bien représenté par 2 de ses lauréats, Pavel de Banne et Jean Baduel, place aux joutes oratoires qui symbolisent la transmission de la flamme de l'éloquence. Mesdames, Messieurs, chères Aixoises, chers Aixois,
En cette période de célébration du patrimoine, c'est un honneur de prendre la parole devant ces statues. Ces incarnations de nos vies et de nos œuvres, figées dans le marbre, mais vivantes dans nos mémoires. Une mémoire ravivée par les initiatives municipales qu'il convient de saluer, qui permet de se remémorer que ces marches, ces colonnes, ne constituent pas qu'un chemin vers la justice, mais aussi les marques d'une histoire de ceux qui ont contribué à l'édifier. Mon cher beau-frère, cher confrère, Jean-Étienne Marie Portalis, il est temps symbolique que nous nous retrouvions ici, devant ce palais aixois, sous l'œil vigilant de nos représentations, qui sont désormais marquées de nos noms, pour évoquer ce qui a sculpté notre destin commun. Aix-en-Provence, cité de lumière, de culture et de justice. Aix-en-Provence, lieu de sagesse et de savoir. Aix-en-Provence nous a vu grandir, apprendre, être avocat. Le plus bel État au monde, disait Voltaire. Continuer à s'ennoblir sous les auspices bienveillants de cette superbe Sainte Victoire. C'est en ces lieux, illustres pour son patrimoine, ses fontaines, ses portes somptueuses et majestueuses, où s'épanouit l'âme d'un héritage unique, que nous avons forgé ce que nous sommes devenus, que nous avons façonné nos caractères, aiguisé nos esprits. Mon cher confrère, je suis particulièrement fier et reconnaissant de pouvoir me tenir à vos côtés sur les marches de ce palais, cette ville où a débuté notre parcours sur les bancs de cette faculté, qui demeure aujourd'hui le pinacle de l'enseignement, cette éminente institution où nous avons appris non seulement à manier les lois, mais aussi à défendre la cause de ceux qui ne peuvent se défendre seuls. C'est en ce territoire que pour la première fois, nous avons revêtu la robe d'avocat, ce symbole de justice et d'intégrité qui nous a permis de plaider pour défendre les droits, de porter la voix de ceux qui n'en ont pas, et de défendre l'esprit de la loi. Regardons autour de nous cette ville d'Aix-en-Provence où la profession d'avocat est plus qu'un métier. Elle est une tradition, une vocation. Le barreau est une figure incontournable, indissociable de cette ville. Une histoire commune qui s'est construite aussi par cette volonté de se protéger de cette merveilleuse qu'est Marseille. Mon cher confrère, comment parler de cette profession, de cette vocation à défendre, sans faire état de cette avancée législative majeure, qui a su concilier les intérêts de droit et de justice dans une nation en pleine ébullition, où nous avons dû fuir pour protéger les nôtres, puis revenir pour participer à ériger ce monument législatif. Nous sommes en 2024. Voilà 220 ans que l'œuvre que nous avons édifiée, et dont je dois le concéder. Vous êtes aux côtés de Félix Julien Jean Bigot de Préameneux, Jacques de Malville, François-Denis Tronchet, les pères fondateurs. Ce projet d'unification et de synthèse était noble. Beaucoup s'y sont tentés, mais ils avaient tous échoué. Il fallait, nous pouvons que le constater, que vous interveniez. Nous avions besoin de votre sagacité, votre perspicacité, vos subtilités pour y parvenir. 220 ans. Il est indéniable que votre travail a été couronné de succès, que cette demande avant-gardiste de celui que vous avez idolâtré, le premier consul qui devint ensuite empereur, fut révolutionnaire. 220 ans. Pour être aussi longtemps efficiente, votre œuvre est nécessairement éclairée, afin de pouvoir continuer à illuminer le chemin de ceux qui sont confrontés à la justice. Mon cher confrère, vous n'avez pas seulement marqué notre ère par votre œuvre législative, vous l'avez également gravée par vos qualités. Chacun doit se rappeler les procès que vous avez par votre éloquence, votre intelligence, votre clairvoyance, fait tourner à l'avantage de ceux qui avaient la chance de vous avoir comme conseil. Il suffit pour se convaincre de votre rayonnement, de constater qu'à quelques encablures de cette place des prêcheurs, autrefois ombragée par les feuillages des platanes,
qu'une rue porte votre nom. Je ne peux que me résigner à constater que mon œuvre n'a pas été récompensée par une telle distinction. Votre notoriété était et demeure sans égale à Aix-en-Provence et au barreau. Les procès que vous avez remportés ont notamment conduit à reléguer celui que l'on surnommait l'orateur du peuple, notre cher comte de Mirabeau, à l'intérieur de la salle des pas perdus. Comment ne pas évoquer ces plaidoiries, ces joutes oratoires dans les juridictions aixoises, où l'art de la parole et la rigueur du raisonnement juridique se mêlaient pour convaincre. Ces expériences, ces débats intenses, n'ont-ils pas été les prémices de notre engagement dans la rédaction du Code civil? N'est-ce pas sur les mêmes principes que nous avons bâti nos carrières en tant qu'avocats, puis en tant que législateurs, soucieux de forger une société plus juste, plus équitable? Aix-en-Provence a vu naître tant de défenseurs du droit. Aujourd'hui, cette cité est le témoin de ceux qui continuent d'assister, de protéger, de refuser l'arbitraire. Ce sont eux qui, au quotidien, dans les prétoires, perpétuent l'idéal de justice que nous avons tenté d'inscrire dans les lois de notre nation. Nous ne pouvons pas oublier que c'est cette même vocation qui a animé nos premières années, qui a nourri nos ambitions et nos rêves de réforme. Mon cher confrère, votre code, qu'il soit rouge ou bleu, est une œuvre majeure, un monument de notre droit. Mais l'avocat que je suis vous pose cette question. Ce code, dans sa quête d'unification et de simplification, a-t-il véritablement laissé l'empreinte que nous souhaitions instiller? Cette volonté de clarification et d'intégration qu'il a fallu insuffler, était-elle suffisante? Avons-nous été à la hauteur? Chaque cause mérite une écoute attentive et une application flexible de la loi. Mais je ne peux que déplorer une législation manifestement outrancière. Je parviens aujourd'hui difficilement à cerner qui dicte le droit. Le législateur à travers la loi, le gouvernement par l'usage de décrets, les juges du quai de l'horloge, le Conseil d'État. Simplification, centralisation, intelligibilité semblent être devenus des concepts parfois absents de ce code. Mon cher beau-frère, cher confrère, Joseph Jérôme Siméon, une fois encore, vous avez mis la robe pour me faire la cour. Vous voyez comme sur cette place, vous êtes mon égal. C'est avec un regard bienveillant que nous voyons se succéder depuis près de 2 siècles des générations d'avocats, de magistrats et de citoyens qui montent ces marches, les uns mus par la passion de la défense et du droit, et les autres en quête de justice. Et puis de nous deux, vous êtes certainement le plus aixois puisque vous y êtes nés. Alors quand la postérité vous offre une statue de marbre à votre effigie, ne soyez pas trop indignés de ne pas avoir une rue à votre nom. À bien choisir, il vaut mieux avoir sa statue sur une place publique que voir son patronyme désigner une ruelle, voire une impasse. Et la vôtre de vie est bien loin d'avoir terminé sa course dans une impasse. Vous avez exercé notamment la profession d'avocat, de professeur à la faculté de droit, vous avez été même député des Bouches-du-Rhône, et vous êtes allé jusqu'à exercer la fonction de ministre de l'Intérieur et de ministre de la Justice. Alors d'avocat à ministre de la Justice, en quelque sorte, vous avez été un pionnier. Et quelque chose me dit que notre Premier ministre finira bien par vous consulter. Alors mon cher confrère, vous le savez mieux que moi, nous avons coutume de dire que la parole s'envole et que les écrits restent. Cependant, vos plaidoiries et vos cours magistraux à la faculté de droit d'Aix-en-Provence résonnent encore par la pureté de leur style et la pertinence de leurs arguments. Vos écrits au service de l'élaboration du Code civil voulu par l'empereur ont marqué l'histoire avec un grand H et marquent encore aujourd'hui l'histoire du droit. Ces écrits, précisément, ne sauraient être éclipsés par les miens. 1804-2024, 220 ans, dites-vous, et vous vous demandez aujourd'hui si nous avons été à la hauteur. Voilà une question qui plonge le juriste que je suis dans une angoisse abyssale, tant la réponse paraît vertigineuse. Je sais seulement que nous avions considéré, tous deux, que la grandeur d'une nation repose sur ses lois. Que le Code civil que nous avons rédigé, dont nous avons guidé la rédaction n'était pas simplement un recueil de règles, mais l'expression de la raison destinée à guider le peuple dans l'équité et la justice. Notre mission était en somme de concilier l'héritage de l'Ancien Régime avec les principes de la Révolution. En somme, bien évidemment, d'unir tradition et modernité. Pour moi, cela demandait une approche bien évidemment prudente et équilibrée afin de donner au peuple des lois auxquelles il pouvait adhérer naturellement.
Et il est vrai, comme vous dites, que ma fascination pour l'empereur Napoléon m'a fait fléchir sur certains sujets, notamment sur la question du divorce, que je considérais pourtant comme un acte d'engagement inviolable et sacré. Je peux me remercier pour son divorce avec Joséphine. Vous semblez ensuite craindre que notre œuvre soit aujourd'hui dévalorisée. En quelque sorte, que le temps ait érodé la lettre et l'esprit de ce code à l'élaboration duquel nous avons tant travaillé, tant œuvré. Je vous concède en effet qu'aujourd'hui, si certains de nos confrères, un peu farceurs, tournent parfois notre matière civile en dérision en se demandant, à l'occasion de joutes oratoires absurdes, si l'adultère commis sur un mur mitoyen peut être réputé comme ayant été commis au domicile conjugal, d'autres confrères saisissent nos juges de questions bien plus sérieuses, à savoir très récemment le fait de savoir si le chien, appartenant au couple, peut faire l'objet d'une garde alternée en cas de séparation puis de divorce. Oui, véridique. Le chien n'a pas eu son mot à dire, mais ça ne saurait tarder. Non, n'ai-je pas écrit plus sérieusement que quiconque ose mettre des bornes à la science de l'avocat n'a jamais conçu une parfaite idée de la vaste étendue de cette profession. C'est en quelque sorte la devise officieuse de notre barreau. Et plus sérieusement aussi, je concède que les temps actuels paraissent incertains, c'est un euphémisme, et qu'ils m'inquiètent parfois. Enfin, rappelez-vous ce que nous avions coutume de dire déjà sous l'Ancien Régime. Les 3 fléaux de la Provence sont le Mistral, la Durance, le Parlement. Tout est dit. Je devrais m'arrêter là. Je ne devrais pas dire que nous sommes sans cesse noyés par un tsunami de lois indigestes répondant aux aspirations soit d'une élite économique sans cesse privilégiée, soucieuse de ses propres intérêts, soit d'une opinion publique survoltée, bien souvent victimaire, manipulée par des discours politiques bien souvent sécuritaires et populistes, que ces lois mettent l'intégrité, la responsabilité de nos confrères, professionnels de nos confrères, à l'épreuve à chaque consultation, à chaque dossier plaidé, que l'esprit de ces lois tire la manche du juge, et d'un juge qui doit les appliquer tout en se sachant malmené par cette même opinion publique et ce même pouvoir politique. Enfin, je ne devrais pas dire non plus que la jurisprudence des juges est parfois aussi constante que M. le comte de Mirabeau avec sa femme. Bon, il est vrai que j'ai gagné son procès, je vous remercie de l'avoir rappelé, et vous verrez d'ailleurs à monsieur le comte de Mirabeau, à sa statue dans la salle des pas perdus de la cour, vous verrez qu'à sa posture, il semble toujours en train de plaider sa cause perdue. Pour en revenir aux lois, mon cher confrère, vous vous souvenez très certainement que j'avais pourtant écrit dans mon discours préliminaire sur le projet de code civil qu'au lieu de changer les lois, il est presque toujours plus utile de présenter aux citoyens de nouveaux motifs de les aimer. Aussi, pour répondre plus simplement à votre question, je dirais qu'à part nos visages sur cette place, rien n'est véritablement gravé dans le marbre. Car quiconque croit gravé dans le marbre, grave en réalité dans le sable. Et qu'il y a lieu tout de même, de se réjouir de quelques avancées législatives. Partant du principe, comme j'ai pu l'écrire, que les lois sont faites pour les hommes et non les hommes faits pour les lois, il est un domaine où, n'en déplaise aux nostalgiques de tous bords et aux idolâtres de la soutane, l'idéal d'égalité, si cher à notre révolution de 1789, a su prospérer et revêtir les formes de son temps. Et puisqu'il s'agit de fêter les 220 ans de notre Code civil, permettez que je prenne pour exemple l'article 220 du Code civil, tel que rédigé à l'origine, c'est-à-dire tel que nous l'avons écrit. Il consacrait le droit pour la femme de faire commerce sans l'autorisation de son mari, mais seulement sous réserve que celle-ci soit marchande publique. Égalité de façade, puisque l'article 213 de ce même code disposait quant à lui que le mari doit protection à sa femme, la femme obéissance à son mari. Cette disposition, comme tant d'autres qui consacraient l'infériorité de la femme, n'a plus force de loi. Elle était faite pour un temps qu'il ne nous appartient pas de juger, mais d'étudier, pour mieux le comprendre. Je ne crois guère aux révolutions, car je leur préfère les évolutions. Voyez aujourd'hui comme l'article 220 de notre Code civil consacre la solidarité pour le bien de la famille, non plus entre le mari et la femme, mais entre des époux qui, quel que soit leur sexe, sont égaux, autant dans leur liberté que dans leurs devoirs. Mon cher confrère, permettez-moi cette impétuosité. Mais il me vient une citation. Napoléon Bonaparte disait de vous « Portalis serait l'orateur le plus fleuri et le plus éloquent s'il savait s'arrêter. » En réalité, vous entendre me ravit, cela me conquit et surtout cela me convainc. Vous avez raison. Ce recueil que nous avons édifié, ces principes que nous avons érigés, j'en suis maintenant persuadé, ils ont eu l'effet escompté. À l'instar de votre angoisse, à l'idée de cette incarnation, l'effroi m'avait envahi.
tant la tâche qui fut la nôtre était fastidieuse. L'empereur l'avait compris, peu importe les victoires, peu importe les défaites. Les paroles s'envolent, mais les écrits restent. Le code civil est resté. Les lois comme les mœurs sont évoluées, les préceptes, eux, sont restés. Le patrimoine que nous célébrons aujourd'hui est vivant, tout comme doit l'être notre droit. En cette journée dédiée à notre héritage commun, je pense humblement que jamais nous ne devrions oublier cet esprit d'humanité et de diversité qui a animé nos premières plaidoiries, qui a inspiré notre idéal législatif. En ce lieu sacré du droit et de la justice, devant ces statuts qui nous honorent, n'oublions pas que le véritable héritage que nous laissons n'est pas celui des textes de loi, mais des valeurs que nous défendons. Et en tant qu'avocats, nous devons continuer de les défendre. Vous avez bien raison, mon cher confrère. Pour ma part, si je considère que l'aube n'est pas nécessairement une promesse, c'est en regardant passer devant nous ces avocats, ces magistrats, ces citoyens, avec la main sur le cœur, que je garde espoir. Merci. Prise de parole de Madame Sophie Joissin, maire d'Aix-en-Provence, vice-présidente de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Bonsoir à tous. Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel, la première Cour d'appel de France après Paris, je crois. Monsieur le Procureur Général près la Cour d'appel. Madame la bâtonnière, où est-elle? Maître Jean Baduel, Maître Pavel Debanne, Monsieur Frédéric Couvert, président de la Société napoléonienne d'Aix-en-Provence, Madame Karine de Norroy, architecte des bâtiments de France, Monsieur Louis Burle, directeur régional des affaires culturelles, mes chers élus, qui êtes, je le vois, très fiers aujourd'hui de vous tenir, nous le sommes tous d'ailleurs, sur cette place Comtal et devant nos deux statues restaurées. Une mention particulière pour Marie-Pierre, qui est mon adjointe au patrimoine et qui a beaucoup œuvré pour ces deux statues. Alors aujourd'hui est un jour joyeux. Joyeux parce que nous sommes très heureux de pouvoir vous montrer ces deux hommes qui n'ont rien perdu, d'après les deux jeunes avocats que je viens d'entendre, de leur verdeur, de leur fraîcheur, de leur jeunesse, de leur impertinence. Et je crois que c'est une grande qualité. C'est une qualité, effectivement, qui doit être lorsque l'on est avocat. Le barreau sans impertinence serait finalement relativement ennuyeux. Mais la sagesse qui se dégage du Code civil tel qu'il a été fait en une année, si mon souvenir universitaire est bon, est tout de même assez unique. Assez unique parce que finalement, ce code qui était unique à l'époque, aujourd'hui je n'ai même plus compté le nombre de codes qui existent et qui étaient contenus dans celui-ci, ce code était un modèle appuyé sur des principes finalement très clairs, des principes de bon sens, d'équité, de bonne justice. À cette époque, et par cette œuvre-là, la loi n'était pas bavarde. Elle l'est malheureusement bien devenue. Je ne sais plus le pourcentage, peut-être que Brigitte le sait, de textes qui sont votés par le Parlement, mais qui ne sont jamais promulgués. Et pourtant, nous voyons nos codes s'ajouter les uns aux autres, et nous regrettons amèrement tout de même ce code civil unique, si complet, synthétique, qui ramenait en un seul, je dirais, l'ensemble des coutumes, des textes qui existaient à travers la France à l'époque, les jurisprudences qui étaient prises en choisissant les plus avisées. Et je pense que là, effectivement, nous avions de bonnes lois pour juger, qui laissaient aussi la possibilité aux magistrats que vous êtes de construire, de lire entre les lignes, d'appliquer les principes qui s'en dégageaient. Quoi qu'il en soit, nous avons aujourd'hui Siméon et Portalis qui nous accueillent et qui essayent d'insuffler peut-être un peu de cette lumière, de cette vivacité, de cette justesse de l'esprit à l'ensemble des avocats et des magistrats qui franchissent le seuil de notre beau palais de justice. Et cela, je crois que tous les Aixois peuvent se l'approprier.
Tous les Aixois, parce que Aix-en-Provence est une ville de parlement, c'est une ville de justice. Monsieur le Premier Président me l'a répété assez souvent et je le répète encore. Première cour d'appel de France après Paris. Eh bien, Aix-en-Provence a su donner cette vivacité particulière, cette brillance particulière à l'ensemble de ses citoyens. Et je crois que nous partageons tous, juristes ou pas, un petit peu de cet esprit, de ce brio, de ce désir aussi d'éloquence bien particulier qui est celui de nos magistrats. En tout cas, ce soir, je vois la joie chez l'ensemble des Aixois réunis, et nous aurons le plaisir donc de dévoiler dans quelques instants les 2 plaques qui permettront de renseigner chacun sur nos 2 hommes, Siméon et Portalis, qui saluent tout un chacun qui franchit le seuil du palais de justice. Alors oui, c'est une vraie joie aujourd'hui d'avoir pu restaurer ces 2 statues, mais ça ne signifie pas, monsieur le procureur, que la façade va suivre très vite. Voilà. Alors, elle suivra peut-être, mais je crois qu'il faudra qu'on se voie, que l'on se rencontre et que l'on étale peut-être dans le temps cette belle réhabilitation, mais qui peut encore un petit peu t'attendre. Après, il est vrai que lorsque l'on a des calades restaurées, des statues restaurées, eh bien, les façades devant lesquelles elles se trouvent, si elles ne l'ont pas été au même moment, se montrent peut-être un peu plus vieillies que ce qu'elles ne le semblaient auparavant. Mais je pense que les statues vont un petit peu se patiner avec le temps et que ça nous laisse encore un peu de mois, voire d'années pour réhabiliter la façade. Merci à tous et nous allons maintenant dévoiler la plaque. Pour moi, c'est bon. 1, 2 et 3. Mortel. Bravo. On a choisi les lettres. Je vous invite à aller de l'autre côté du coup pour faire le deuxième. À la moitié du travail. Alors, on est prêts 1, 2 et 3. Et voilà. Excusez-moi, on peut tous vous demander de vous mettre devant. Oui. On est en train de se statufier. Je crois qu'il est en train de pleuvoir. Merci. Vraiment, Caroline, c'est parfait. La première goutte, c'est génial. C'est génial. Je crois qu'il est